Mai 2010, la France est désignée comme hôte du championnat d'Europe de football 2016, à la grande satisfaction de l'État français, qui espère que la compétition dopera l'économie. Mais qu'en est-il réellement? Et vu sous un angle économique et financier, à qui profite l'euro? Pour organiser un euro de football, il faut d'abord investir, c'est-à-dire dépenser. Concernant l'Euro 2016, la construction ou la rénovation des stades a coûté 1,7 milliard d'euros. Ces fonds proviennent à 62% d'investissements privés. L'État, les régions et les villes ont participé à hauteur de 38%, soit déjà 646 millions d'euros d'argent public. 400 millions d'euros ont été ajoutés par les collectivités dans les infrastructures de transport et dans l'amélioration de l'accès au stade. Mais c'est une estimation minimale, car la sécurisation de l'événement risque de coûter plus cher que prévu en raison de la menace terroriste qui pèse sur la France. Enfin, la France s'est engagée à exonérer d'impôts la société organisatrice de la compétition Euro 2016 SAS. C'était l'une des conditions imposées par l'UEFA pour l'attribution de l'événement. Selon Jacques Lambert, le président d'Euro 2016 SAS, le manque à gagner en impôts s'élèvera à 38 millions d'euros. D'autres estimations font plutôt état de 150 à 200 millions d'euros perdus. Au total, c'est donc entre 1 et 1,5 milliard d'euros d'argent public qui sont consacrés à recevoir en France l'euro de football. Voilà pour les dépenses, mais où vont les gains? La vraie puissance tutélaire de l'euro, et seule détentrice du droit d'organiser un championnat d'Europe des nations, c'est l'Union des associations européennes de football, l'UEFA. C'est elle qui, tous les 4 ans, orchestre la compétition et en perçoit les recettes. Le dernier euro en date, celui de 2012 qui s'est joué en Ukraine et en Pologne, a ainsi généré 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit autant que toutes les compétitions organisées cette année-là par l'UEFA. Les droits de retransmission télévisée représentant 837 millions, soit les 2/3 de cette manne. Pour l'euro en France, ce montant risque bien d'être dépassé. En France, beIN Sport, TF1 et M6 ont en effet versé 110 millions d'euros à l'UEFA en droits télé. L'organisation d'un euro implique bien sûr d'assumer des charges élevées. La contribution de l'UEFA aux dépenses de l'Euro 2012 s'était élevée à près de 500 millions d'euros. On le voit ici, le précédent euro a rapporté 594 millions d'euros de bénéfices nets. Ce qui donne pour cette compétition le taux de marge faramineux de 43%. En comparaison, la Ligue des Champions, l'autre événement phare de l'UEFA, a généré en 2014 une marge plus modeste de 9%. Heureusement, il y aurait aussi des retombées pour la France. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude de 2014 commandée par l'UEFA et réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, un pôle de recherche qui fait référence. Dans son rapport, le CDES évalue à 1,2 milliard l'apport économique de l'euro en 2016 en provenance d'acteurs étrangers durant la compétition. L'essentiel de cet apport proviendrait des dépenses des spectateurs en billetterie, hôtellerie et restauration. Ce ne serait pas tout, puisque fiscalement, il y aurait aussi des effets positifs. Ces dépenses généreraient un surcroît de TVA de 180 millions d'euros, belle aubaine pour Bercy. Et puis, il y a l'emploi. L'étude du CDES, toujours, estime que 94 000 personnes seront embauchées spécifiquement pour l'euro dans l'organisation, mais aussi par les sponsors, les sociétés de services, les sociétés de sécurité et les médias. Au total, on arriverait à la création nette de 20 000 emplois liés à la construction et à la rénovation des stades et de 26 000 équivalents temps plein créés sur un an du fait de l'impact économique. Voici un tableau réjouissant, mais peut-être un petit peu trop optimiste. Pour commencer, cette étude a été réalisée avant les attentats de Paris et de Saint-Denis. Or, depuis ces événements tragiques, le secteur touristique français et parisien en particulier a subi un coup de frein. En outre, tous les économistes ne sont pas aussi confiants sur l'effet d'entraînement des grands événements sportifs. Une autre étude, réalisée par la banque américaine Merrill Lynch, s'est penchée sur l'impact économique du mondial de football de 1954 à 2006. Elle démontre que les pays organisateurs ont, en moyenne et sur le long terme, enregistré une croissance inférieure à leur rythme de croisière l'année où ils ont reçu l'événement. Selon les experts américains, les pays hôtes surestiment souvent l'impact touristique et minorent les coûts, en particulier ceux des travaux. Quant à l'euphorie consommatrice éventuelle, lorsqu'elle existe, elle ne correspond souvent qu'à des achats avancés,
Par exemple, l'achat d'un nouveau téléviseur à l'occasion de la compétition. Et quelques mois après, la bulle du foot se dégonfle, comme un ballon.